6 minutes, pas davantage. Le genre de tranche de temps qui, d'ordinaire, sert à commander un café et qui, ce jour-là, a suffi à fissurer 3 années de complicité politique entre Paris et Kiev. À Bruxelles, dans une salle trop froide pour être humaine, Volodymyr Zelensky venait de refermer une présentation chirurgicale. Colonne, montant, échéance et, au centre de la diapo, la demande qui tombe comme une évidence. 50 milliards d'euros supplémentaires côté français sur 2 ans. Zelensky fixe Sébastien Lecornu avec 6 minutes, pas davantage. Le genre de tranche de temps qui, d'ordinaire, sert à commander un café et qui, ce jour-là, a suffi à fissurer 3 années de complicité politique entre Paris et Kiev. À Bruxelles, dans une salle trop froide pour être humaine, Volodymyr Zelensky venait de refermer une présentation chirurgicale. Colonne, montant, échéance et, au centre de la diapo, la demande qui tombe comme une évidence. 50 milliards d'euros supplémentaires côté français sur 2 ans. Zelensky fixe Sébastien Lecornu avec ce calme assuré qu'on a vu 1000 fois depuis le début du conflit. L'air de quelqu'un qui n'envisage même pas le non. Après tout, jusque-là, la mécanique était bien huilée. Image de 6 minutes, pas davantage. Le genre de tranche de temps qui, d'ordinaire, sert à commander un café et qui, ce jour-là, a suffi à fissurer 3 années de complicité politique entre Paris et Kiev. À Bruxelles, dans une salle trop froide pour être humaine, Volodymyr Zelensky venait de refermer une présentation chirurgicale. Colonne, montant, échéance et, au centre de la diapo, la demande qui tombe comme une évidence. 50 milliards d'euros supplémentaires côté français sur 2 ans. Zelensky fixe Sébastien Lecornu avec ce calme assuré qu'on a vu 1000 fois depuis le début du conflit. L'air de quelqu'un qui n'envisage même pas le non. Après tout, jusque-là, la mécanique était bien huilée. Images de ruines, gravité historique, résistance héroïque et cette pression morale subtile qui transforme une requête en devoir sacré. Beaucoup de dirigeants... 6 minutes, pas davantage. Le genre de tranche de temps qui, d'ordinaire, sert à commander un café et qui, ce jour-là, a suffi à fissurer 3 années de complicité politique entre Paris et Kiev. À Bruxelles, dans une salle trop froide pour être humaine, Volodymyr Zelensky venait de refermer une présentation chirurgicale. Colonne, montant, échéance et, au centre de la diapo, la demande qui tombe comme une évidence. 50 milliards d'euros supplémentaires côté français sur 2 ans. Zelensky fixe Sébastien Lecornu avec ce calme assuré qu'on a vu 1000 fois depuis le début du conflit. L'air de quelqu'un qui n'envisage même pas le non. Après tout, jusque-là, la mécanique était bien huilée. Images de ruines, gravité historique, résistance héroïque et cette pression morale subtile qui transforme une requête en devoir sacré. Beaucoup de dirigeants européens avaient déjà plié sous ce mélange d'émotions et d'urgence. Pourquoi la France ferait-elle exception, ici, au cœur du Conseil européen? Sauf qu'il y avait un détail, un seul, mais qui changeait tout. Lecornu n'avait pas le visage des jours d'Andrassade. Pas de chaleur, pas de sourire complice, juste une distance neuve, presque clinique. Une froideur qui ne ressemblait pas à une hésitation, mais à une décision prise depuis longtemps. Autour, les autres chefs européens, Berlin, Rome, la présidence du Conseil, regardaient la scène comme on observe une faille tectonique. Fascinés, un peu inquiets, conscients que la réponse française allait donner le ton à tout le continent. Derrière cette demande présentée comme normale, se cachait pourtant une vérité que Kiev préférait ne pas entendre. Il existe un plafond, même pour la solidarité. Et ce plafond, côté français, venait d'être atteint. La suite n'allait pas seulement embarrasser une délégation, elle allait faire trembler le récit entier de l'aide occidentale, polariser les opinions et refermer l'époque où l'Ukraine pouvait exiger sans jamais se heurter à une porte. Et pour comprendre pourquoi, il faut rembobiner. Revenir 3 ans en arrière, loin des caméras, dans les couloirs feutrés de Bercy, là où des conseillers ont commencé à assembler un dossier discret. Un de ces rapports qui, une fois ouvert au bon moment, peut renverser une table entière. 317 pages. Pas un pamphlet, pas une note de synthèse, mais un pavé administratif au titre glacial. Coût réel de l'aide française à l'Ukraine, analyse complète 2022. À l'intérieur, pas de slogan, pas d'émotion, seulement des colonnes de chiffres. Et ces chiffres, eux,
ne tremblait pas. Depuis les premiers jours du conflit, Paris avait déjà engagé 23,7 milliards d'euros. Dans le détail, 8,2 milliards pour l'effort militaire, 4,1 pour l'assistance humanitaire, 5,1 injectés via les mécanismes européens de reconstruction. Et ce n'était là que la partie visible. À cela s'ajoutaient les retombées économiques des sanctions contre Moscou. 15 milliards de plus absorbés par l'économie française. Une addition qui commençait à peser lourd. Lors de la présentation du rapport à Matignon, le ton était grave. « Monsieur le Premier ministre, nous frôlons le seuil de rupture budgétaire. À force de solidarité, ce sont désormais nos propres concitoyens qui encaissent le choc. » La phrase avait claqué dans la salle, sans effet dramatique, mais avec le poids du réel. Les données parlaient d'elles-mêmes. Les établissements hospitaliers cherchaient 2,3 milliards pour maintenir leurs services. L'école publique réclamait 4,1 milliards afin de remettre à niveau des bâtiments vieillissants. Dans les campagnes, les agriculteurs défilaient, dénonçant une concurrence qu'ils jugeaient faussée par des céréales ukrainiennes soutenues indirectement par les flux financiers européens. Ce n'était plus une question de posture diplomatique. C'était devenu une équation intérieure. Combien un pays peut-il donner à l'extérieur quand ses propres fragilités s'accumulent à domicile? Et pourtant, le véritable choc ne se trouvait pas dans les tableaux budgétaires. Il était caché dans une note classifiée, estampillée des services français. Un document qui ne devait... 6 minutes, pas davantage. Le genre de tranche de temps qui, d'ordinaire, sert à commander un café. Et qui, ce jour-là, a suffi à fissurer 3 années de complicité politique entre Paris et Kiev. À Bruxelles, dans une salle trop froide pour être humaine, Volodymyr Zelensky venait de refermer une présentation chirurgicale. Colonne, montant, échéance et, au centre de la diapo, la demande qui tombe comme une évidence. 50 milliards d'euros supplémentaires côté français sur 2 ans. Zelensky fixe Sébastien Lecornu avec ce calme assuré qu'on a vu 1000 fois depuis le début du conflit. L'air de quelqu'un qui n'envisage même pas le non. Après tout, jusque-là, la mécanique était bien huilée. Images de ruines, gravité historique, résistance héroïque et cette pression morale subtile qui transforme une requête en devoir sacré. Beaucoup de dirigeants européens avaient déjà plié sous ce mélange d'émotions et d'urgence. Pourquoi la France ferait-elle exception, ici, au cœur du Conseil européen? Sauf qu'il y avait un détail, un seul, mais qui changeait tout. Lecornu n'avait pas le visage des jours d'Andrassade. Pas de chaleur, pas de sourire complice, juste une distance neuve, presque clinique. Une froideur qui ne ressemblait pas à une hésitation, mais à une décision prise depuis longtemps. Autour, les autres chefs européens, Berlin, Rome, la présidence du Conseil, regardaient la scène comme on observe une faille tectonique. Fascinés, un peu inquiets, conscients que la réponse française allait donner le ton à tout le continent. Derrière cette demande présentée comme normale, se cachait pourtant une vérité que Kiev préférait ne pas entendre. Il existe un plafond, même pour la solidarité. Et ce plafond, côté français, venait d'être atteint. La suite n'allait pas seulement embarrasser une délégation, elle allait faire trembler le récit entier de l'aide occidentale, polariser les opinions et refermer l'époque où l'Ukraine pouvait exiger sans jamais se heurter à une porte. Et pour comprendre pourquoi, il faut rembobiner. Revenir 3 ans en arrière, loin des caméras, dans les couloirs feutrés de Bercy, là où des conseillers ont commencé à assembler un dossier discret. Un de ces rapports qui, une fois ouvert au bon moment, peut renverser une table entière. 317 pages. Pas un pamphlet, pas une note de synthèse, mais un pavé administratif au titre glacial. Coût réel de l'aide française à l'Ukraine, analyse complète 2022. À l'intérieur, pas de slogan, pas d'émotion, seulement des colonnes de chiffres. Et ces chiffres, eux, ne tremblaient pas. Depuis les premiers jours du conflit, Paris avait déjà engagé 23,7 milliards d'euros. Dans le détail, 8,2 milliards pour l'effort militaire, 4,1 pour l'assistance humanitaire, 5,1 injectés via les mécanismes européens de reconstruction. Et ce n'était là que la partie visible. À cela s'ajoutaient les retombées économiques des sanctions contre Moscou. 15 milliards de plus absorbés par l'économie française.
Une addition qui commençait à peser lourd. Lors de la présentation du rapport à Matignon, le ton était grave. « Monsieur le Premier ministre, nous frôlons le seuil de rupture budgétaire. À force de solidarité, ce sont désormais nos propres concitoyens qui encaissent le choc. » La phrase avait claqué dans la salle, sans effet dramatique, mais avec le poids du réel. Les données parlaient d'elles-mêmes. Les établissements hospitaliers cherchaient 2,3 milliards pour maintenir leurs services. L'école publique réclamait 4,1 milliards afin de remettre à niveau des bâtiments vieillissants. Dans les campagnes, les agriculteurs défilaient, dénonçant une concurrence qu'ils jugeaient faussée par des céréales ukrainiennes soutenues indirectement par les flux financiers européens. Ce n'était plus une question de posture diplomatique. C'était devenu une équation intérieure. Combien un pays peut-il donner à l'extérieur quand ses propres fragilités s'accumulent à domicile? Et pourtant, le véritable choc ne se trouvait pas dans les tableaux budgétaires. Il était caché dans une note classifiée, estampillée des services français. Un document qui ne devait jamais quitter certains bureaux feutrés. Là, noir sur blanc, une autre histoire apparaissait. Celle de la trajectoire réelle de l'argent occidental une fois arrivé en Ukraine. D'après ces éléments confidentiels, à peine plus d'1 € sur 2 atteignait réellement les projets annoncés. Le reste se diluait dans un système bien rodé. Commissions occultes, contrats militaires gonflés au-delà du raisonnable, circuits opaques profitant à une élite parfaitement adaptée à l'économie de guerre. Une cas, parmi d'autres, avait fait bondir les analystes. 800 millions d'euros envoyés par Paris pour rebâtir des établissements scolaires détruits. Au final, des fournitures acquises à des tarifs multipliés par 3 via des sociétés liées à des proches du pouvoir. Coïncidence troublante. Autre dossier explosif, 1,2 milliard d'aides humanitaires ayant transité par des structures caritatives de façade. Derrière l'étiquette solidaire, des rétrocommissions substantielles alimentaient un réseau d'intermédiaires locaux. Le mécanisme n'avait rien improvisé. Nous sommes face à une architecture de détournement systémique, confiait sous anonymat un haut responsable français impliqué dans l'enquête. Le président ukrainien n'ignore rien. Il tolère ce système car il consolide son socle politique et entretient son appareil de communication de guerre. Pour Sébastien Lecornu, la découverte fut brutale. Celui qui figurait parmi les soutiens les plus engagés de Kiev voyait se fissurer le récit héroïque. Les comptes rendus diplomatiques en provenance de l'ambassade à Kiev confirmaient le tableau. Enrichissement fulgurant, instrumentalisation politique des aides étrangères, dérive structurelle. Pendant ce temps, en France, l'opinion commençait à faire le lien entre ces milliards envoyés à l'Est et les restrictions budgétaires qui frappaient ses propres services publics. L'écart devenait difficile à ignorer. Le véritable point de bascule ne vint ni d'un rapport administratif, ni d'une note confidentielle. Il éclata à la une d'un journal satirique français. Une enquête retentissante révélait que, pendant que Kiev multipliait les appels à la solidarité internationale, son président aurait discrètement constitué un portefeuille immobilier estimé à plus de 35 millions d'euros depuis le début du conflit. Villa élégante à Londres, appartement de prestige à Miami, adresse prisée à Genève, le tout acquis via un enchevêtrement de sociétés intermédiaires. L'image était brutale. D'un côté, un pays en quête d'aide pour ses déplacés, de l'autre, un chef d'État dont le patrimoine semblait prospérer. À Paris, l'onde de choc fut immédiate. Dans les couloirs ministériels, la même question revenait en boucle. Comment expliquer aux contribuables qu'ils doivent contribuer davantage quand celui qui sollicite ces fonds donne l'impression d'accumuler des biens privés? L'atmosphère était déjà inflammable lorsque Zelensky annonça la tenue d'un sommet exceptionnel à Bruxelles. Officiellement, il s'agissait d'aligner les soutiens européens pour une étape critique du conflit. Officieusement, beaucoup y virent une tentative d'obtenir une enveloppe colossale, 200 milliards d'euros, dont un quart attendu de la France. La méthode, elle, ne changeait pas. Zelensky maîtrisait sa partition. D'abord frapper les esprits avec des images de villes dévastées, ensuite évoquer la menace stratégique. « Si nous tombons, vous serez les prochains. » Puis conclure sur le registre moral, insinuant qu'un refus équivaudrait à trahir un peuple courageux. Cette mécanique avait déjà fait ses preuves pendant 3 ans. Mais à 14 heures précises, dans la salle du Conseil européen,
Le décor était le même, l'équilibre, lui, ne l'était plus. Depuis Kiev en visioconférence, Zelensky apparaissait fidèle à son uniforme kaki devenu symbole. Face à lui, les principaux dirigeants européens. Le Cornu pour Paris, Scholz pour Berlin, Mélanie pour Rome, Charles Michel à la présidence du Conseil. « Chers partenaires européens », lança-t-il avec cette gravité parfaitement calibrée. « Nous approchons d'un moment décisif. La Russie concentre ses forces pour une offensive majeure. L'Europe doit être à la hauteur de son destin. » Le ton était solennel, le scénario rodé. Mais cette fois, l'interlocuteur français n'était plus disposé à jouer le rôle prévu. Et puis arriva la séquence que tout le monde attendait, ou redoutait. Les diapositives défilèrent, impeccables, calibrées, presque chirurgicales. Les montants s'alignaient comme des évidences. 50 milliards pour l'effort militaire, 75 pour rebâtir les infrastructures, 40 destinés à l'aide humanitaire, 35 consacrés à la transformation économique. L'addition finale ne laissait aucune place au doute. 200 milliards d'euros sur 2 ans, répartis entre les capitales européennes selon leur puissance financière. Puis vint la phrase ciblée. Zelensky fixa l'écran, droit vers la délégation française. En tant que deuxième économie du continent, Paris devrait mobiliser 50 milliards. Présenté non comme une dépense, mais comme une assurance-vie collective. Le raisonnement était limpide. Si l'Ukraine cède, la vague avancera. Varsovie, Berlin et un jour, Paris. Le message n'avait rien d'ambigu. Chaque requête était habillée en nécessité stratégique, chaque somme transformée en condition de survie pour l'Europe. Sauf que, cette fois, le scénario n'allait pas se dérouler comme prévu. Car face à lui ne se trouvait plus le partenaire conciliant des premiers mois. Sébastien Lecornu avait abordé cette réunion comme on prépare une intervention à haut risque. Pendant des semaines, ses collaborateurs avaient accumulé données, audits, relevés, pièces justificatives. Rien n'avait été laissé au hasard. Gabriel Attal avait constitué un dossier méthodique sur l'utilisation des fonds français. Flux suivi à la trace, anomalies répertoriées, montage financier analysé. Nous disposons d'éléments solides montrant des dérives massives. On ne peut plus fermer les yeux, avait-il averti. Mais pour le Cornu, il ne s'agissait pas seulement d'exposer des irrégularités. L'enjeu était plus large. Il voulait réaffirmer une ligne. La solidarité ne signifie pas l'oubli des priorités nationales. Derrière les milliards demandés, il y avait des contribuables, des hôpitaux, des écoles, des secteurs en tension. Lorsque Zelensky conclut sa présentation, la salle demeura figée. Un silence dense, presque électrique, s'installa. Celui qui précède les décisions qui changent le cours d'une relation. La salle semblait retenir son souffle. Lentement, presque mécaniquement, les regards convergèrent vers le Cornu. Tout le monde savait que la réponse française allait faire basculer l'équilibre de la réunion. Il ajusta son micro, le visage fermé mais impeccable de courtoisie. « Monsieur le Président, merci pour votre exposé. À mon tour de partager quelques données. » Le ton était calme, maîtrisé. Trop maîtrisé. Il posa sur la table un dossier écarlate frappé d'une mention sans ambiguïté. Puis il commença à dérouler les chiffres, un à un, comme on déroule un acte d'accusation. Depuis février 2022, la contribution française atteignait 23,7 milliards d'euros. Rapporté à l'échelle nationale, cela équivalait à environ 700 € par foyer fiscal. Pour un ménage moyen, c'était l'équivalent d'1 mois et demi de revenus. Dans la salle, les épaules se raidirent. Zelensky tenta d'intervenir. Le Cornu ne ralentit pas. Avec cette somme, la France aurait pu bâtir près d'une 50aine d'hôpitaux, moderniser des milliers d'établissements scolaires ou encore soutenir des milliers d'emplois dans la transition écologique. Au lieu de cela, ces fonds avaient été transférés à l'Ukraine. Il marqua une pause. Pour quel bilan compterait? La question tomba sèchement. Zelensky chercha ses mots. « Vous ne pouvez pas mettre ces éléments sur le même plan? » La réponse fut immédiate. « Je le peux. Et je vais préciser comment ces montants ont été utilisés. » Ce qui suivit ressemblait moins à un débat diplomatique qu'à une dissection méthodique. Page après page, le Cornu exposa les anomalies. 800 millions destinés aux écoles redirigés vers des achats largement surévalués.
1,2 milliard transitant par des structures humanitaires douteuses. 600 millions de reconstructions servant à acquérir des terrains à des tarifs avantageux pour certains intérêts privés. Chaque chiffre frappait comme un coup de marteau. Face à lui, Zelensky tenta d'argumenter, de contextualiser, d'atténuer. Mais les pièces produites étaient nombreuses. Relevés financiers, contrats, rapports diplomatiques, témoignages d'organisations présentes sur le terrain. L'accumulation parlait d'elle-même. Le cornu ne ralentit pas. Sa voix, toujours parfaitement maîtrisée, devint presque clinique. « Et vous sollicitez aujourd'hui 50 milliards de plus. » Il laissa flotter le chiffre dans l'air. « Avez-vous conscience de ce que cela signifie pour un pays comme le nôtre? » Il n'attendit aucune réponse. 50 milliards, expliqua-t-il, correspondent au budget annuel de l'éducation nationale. C'est l'équivalent de 2 années complètes de dépenses militaires. Rapporté à la population, cela représente une centaine d'euros pour chaque citoyen, y compris les enfants. Et cette somme serait versée à un État où une part massive des fonds internationaux, près de 40% selon les rapports, se volatilise dans des circuits opaques. Pour la première fois depuis le début du conflit, le président ukrainien faisait face à un interlocuteur qui ne répondait ni à l'émotion, ni à la pression morale, mais à des données précises. Et ce n'était pas terminé. Le cornu tira un autre document de son dossier. « Évoquons à présent votre situation patrimoniale personnelle. » Il cita, calmement, les acquisitions identifiées par les services français. Une résidence de prestige à Londres estimée à 12 millions d'euros, un appartement luxueux à Miami évalué à 8 millions, un chalet à Gstad pour 15 millions. En 3 ans, environ 35 millions d'euros d'investissement immobilier. Puis la question tomba. Comment justifiez-vous cela auprès de ceux qui, à Kiev, passent leur nuit dans le métro pour échapper au bombardement? L'effet fut immédiat. Zelensky pâlit. Autour de lui, les conseillers s'agitaient. Ces accusations sont infondées. Propagande russe, tenta-t-il. Le cornu esquissa un sourire sans chaleur. Les données proviennent des registres fonciers britanniques, américains et suisses, des sources publiques. Je peux, si nécessaire, en détailler les références. Le silence devint presque oppressant. Autour de la table, les dirigeants européens échangeaient des regards incrédules. Peu avaient imaginé que la confrontation irait aussi loin. Zelensky tenta de reprendre l'initiative. « Vous ne mesurez pas l'enjeu. L'Ukraine se bat pour l'Europe. Nos soldats tombent pour votre sécurité. » La réponse fut tranchante. « Assez. Vos forces défendent d'abord leur propre pays, et certainement pas pour consolider les fortunes d'une élite. » Puis la phrase qui marqua les esprits. « La France n'est pas un guichet automatique. Et ses contribuables ne sont pas destinés à financer le confort d'un cercle privilégié. » La déflagration fut instantanée. Zelensky se redressa brusquement, le visage tendu, la voix chargée de colère. « Comment pouvez-vous tenir de tels propos? L'Ukraine paie le prix fort pour l'Europe, et vous osez nous accuser. » Autour de la table virtuelle, quelques dirigeants tentèrent d'intervenir. Gestes apaisants, regards inquiets. Trop tard. La fracture venait d'apparaître au grand jour. Le cornu, lui, ne bougea pas d'1 millimètre. « Il ne s'agit pas d'une attaque personnelle. Je vous expose des faits. » Le ton restait posé. « La France a déjà engagé 23,7 milliards d'euros. C'est considérable. C'est un effort historique. Mais cet engagement ne peut pas être sans limite. Tant que votre système ne sera pas assaini, il n'y aura pas 1 euro supplémentaire. » « Vous nous tournez le dos, » lança Zelensky. « Vous servez les intérêts du Kremlin. » La réponse tomba calme et tranchante. « Non, je remplis ma mission. Protéger les intérêts français. Ce n'est pas à moi d'alimenter indéfiniment des mécanismes douteux. Mon rôle est de préserver le pouvoir d'achat de nos concitoyens. » Puis vint la phrase qui scella l'instant. « Si les finances sont si tendues, peut-être pourriez-vous envisager de céder certaines de vos propriétés à Londres ou à Miami. 35 millions d'euros pourraient, me semble-t-il, soulager quelques familles ukrainiennes. » Ce trait final fit céder le dernier verrou. Zelensky, hors de lui, coupa la connexion sans un mot de plus. L'écran devint noir. Dans la salle, le silence s'installa, lourd, incrédule. Les dirigeants européens restèrent figés, conscients d'avoir assisté à un moment de bascule.
La secousse dépassa instantanément les murs du Conseil européen. En l'espace de quelques minutes, les extraits de l'affrontement circulaient partout. X, Facebook, Telegram, TikTok. Le nom des deux protagonistes s'imposa dans les tendances mondiales. Les uns saluaient la fermeté française, les autres dénonçaient une trahison stratégique. En France, la vague fut largement favorable au premier ministre. Un sondage publié dans l'Urgence indiquait qu'entre 77 et 79% des personnes interrogées validaient sa position. Sur les réseaux, les commentaires affluaient. Enfin un dirigeant qui pense d'abord à son pays. À droite comme à gauche, les réactions furent remarquées. Marine Le Pen parla d'un sursaut national. Jean-Luc Mélenchon, de son côté, félicita le refus de céder aux intérêts oligarchiques. Rare moment d'alignement transversal. Mais c'est à Kiev que le séisme fit le plus de dégâts. Pour la première fois depuis l'invasion russe, Zelensky se heurtait à un refus net venant d'un allié de premier plan. Et surtout, les révélations sur son patrimoine privé venaient fissurer l'image du chef héroïque forgé depuis 3 ans. L'opposition, jusque-là contenue par l'état de guerre, trouva un nouvel élan. Petro Porochenko réclama publiquement des clarifications sur les biens immobiliers du président. Vitali Klitschko exigea qu'un contrôle parlementaire indépendant examine la gestion des aides occidentales. Le phénomène ne s'arrêta pas là. Dans plusieurs capitales européennes, la ligne française commença à faire école. Berlin annonça une révision de son dispositif d'assistance, Rome insistant sur la nécessité de mécanismes de contrôle renforcés. Même Varsovie, pourtant l'un des soutiens les plus déterminés de Kiev, exprima des réserves face aux révélations. Outre-Atlantique, la Maison-Blanche se retrouva dans une position délicate. Joe Biden avait promis un appui constant, mais les accusations de détournement compliquaient le discours. Au Congrès, déjà divisé sur la question, certains élus évoquaient un gel des nouveaux financements tant que des garanties strictes ne seraient pas apportées. À Moscou, la réaction fut sans surprise. Vladimir Poutine exploita immédiatement l'épisode, dénonçant la prétendue incohérence occidentale. Les médias russes diffusèrent en boucle les images de la confrontation, les présentant comme la preuve d'un front européen fragilisé. Pourtant, l'effet le plus profond se joua ailleurs, dans l'esprit des citoyens européens. Pour beaucoup, ce fut la première fois que la mécanique de l'aide apparaissait sous un jour moins idéaliste. Soupçons de malversation, enrichissement contesté, opacité dans les circuits financiers. L'image du conflit, jusque-là perçue sous l'angle quasi exclusivement moral, devenait soudain plus complexe. 6 mois. Il n'aura pas fallu davantage pour mesurer l'ampleur des répercussions. L'assistance financière venue d'Europe s'était contractée de près de 60%. À Kiev, le climat politique se tendait. Zelensky, fragilisé, devait désormais composer avec une contestation de plus en plus visible. Certains magnats influents quittèrent discrètement le pays. Leurs avoirs furent gelés, leurs réseaux ébranlés. Mais le bouleversement le plus spectaculaire ne se situait pas à l'Est. Il était à Paris. En quelques mois, l'image de Lecornu s'était métamorphosée. Celui qui avait tenu tête devenait l'incarnation d'une Europe qui refusait désormais de signer des chèques sans condition. Une Europe qui parlait d'intérêts nationaux sans s'excuser. Lors d'un déplacement à Berlin, 3 mois après l'épisode de Bruxelles, l'accueil fut étonnamment chaleureux. Des banderoles remerciaient les dirigeants français. Même Olaf Scholz admit publiquement que la position française avait provoqué une prise de conscience continentale. Le point culminant survint au sommet de Rome, en juin 2025. Dans les moments décisifs, les regards convergèrent vers Lecornu. Son autorité ne reposait plus seulement sur une fonction, mais sur l'épreuve traversée. Il apparaissait comme la voie pragmatique d'un continent cherchant un nouvel équilibre. Pendant ce temps, Zelensky tentait encore d'atténuer la portée de l'affrontement. Mais le récit héroïque qu'il avait porté pendant 3 ans s'était fissuré. Dans l'opinion, l'image du chef courageux laissait place à celle d'un dirigeant soupçonné d'avoir tiré profit du chaos. Les enquêtes d'opinion en Ukraine même traduisaient cette érosion rapide. 1 an plus tard, à New York, lors de l'Assemblée générale des Nations unies, les 2 hommes se retrouvèrent dans la même salle. Le contraste était saisissant. Cette fois, ce fut le président ukrainien qui évita soigneusement le regard du premier ministre français. Les correspondants diplomatiques notèrent la scène.
Face à un Lecornu désormais perçu comme une figure majeure des équilibres internationaux, Zelensky semblait avoir perdu l'assurance qui le caractérisait autrefois. Avec le recul, ces 6 minutes bruxelloises ont pris une dimension presque symbolique. Elles n'ont pas seulement redéfini la trajectoire de l'aide occidentale à Kiev. Elles ont signalé l'entrée en scène d'une Europe moins naïve, plus exigeante, décidée à peser chaque engagement à l'aune de ses propres priorités. Comme l'écrivit un économiste dans une tribune très commentée, Lecornu a démontré qu'on peut soutenir une cause que l'on juge légitime sans accepter d'être manipulé, qu'on peut tendre la main sans devenir captif. En un échange fulgurant, il aurait accompli ce que 3 ans de conflit n'avaient pas permis. Rappeler au continent qu'il n'est pas illégitime de défendre ses intérêts, même lorsque la cause en face se pare des habits les plus vertueux. Beaucoup ont vu dans cet instant une forme de réveil collectif, le moment où l'Europe aurait retrouvé une part de fierté, refusant désormais les injonctions morales et les pressions émotionnelles, même lorsqu'elles provenaient d'un partenaire stratégique. Mais ce face-à-face n'était pas le fruit de l'improvisation. Derrière l'épisode spectaculaire se cachait un travail souterrain que très peu connaissaient. La rupture, en réalité, avait germé plusieurs mois auparavant, loin des caméras, dans le bureau discret du directeur général du Trésor, Pierre Moscovici. Un soir pluvieux, tandis que la capitale brillait sous les réverbères, l'ancien commissaire européen examinait avec son équipe un volumineux dossier classé confidentiel. Son titre, presque austère, « Audit intégral de l'usage des fonds français en Ukraine ». 500 pages, 8 mois d'investigation. 15 spécialistes mobilisés, inspecteurs des finances, magistrats financiers, experts internationaux, passèrent au crible chaque euro transféré depuis février 2022. Le constat fut sévère. Selon leurs conclusions, les détournements ne relevaient pas d'irrégularités isolées, mais d'un dispositif structuré, bénéficiant à une élite ukrainienne bien organisée, avec une tolérance, voire une implication au sommet de l'État. Ce que nous avons mis au jour dépasse l'entendement, confia l'inspectrice générale chargée de l'enquête. Nous ne parlons pas de simples abus. C'est un système industriel. À la lecture du rapport, les chiffres n'étaient pas simplement troublants, ils étaient vertigineux. Prenons les hôpitaux. Sur les 2,3 milliards d'euros officiellement alloués par Paris pour reconstruire les infrastructures médicales ukrainiennes, à peine 80 millions auraient effectivement servi aux chantiers prévus. Le reste se serait dissous dans un labyrinthe de contrats biaisés, de facturations gonflées et de rétrocommissions discrètes. Un exemple cristallisait l'indignation. L'hôpital pédiatrique d'Okhmadit à Kiev, devenu symbole international après avoir été touché par les bombardements. La France avait engagé 436 millions d'euros pour le remettre sur pied. Or, selon l'audit, les travaux réalisés par une société liée à un proche du pouvoir auraient coûté en réalité environ 114 millions. Les 322 millions restants se seraient évaporés via des montages financiers transitant par des structures offshore établies aux îles Vierges britanniques. L'aide humanitaire ne sortait pas indemne non plus. Sur 1,8 milliard d'euros destinés aux réfugiés, médicaments, vivres, matériel essentiel, près de 40% ne seraient jamais sortis des entrepôts de Kiev. D'après les enquêteurs, ces stocks auraient alimenté des circuits parallèles contrôlés par des réseaux criminels. Des traitements pédiatriques financés par l'impôt français auraient ainsi été retrouvés à la vente dans des pharmacies privées à Lagos, Bogota ou Bangkok. Mais l'élément peut-être le plus sensible concernait l'assistance militaire. Les canons César, fleurons technologiques français, fournis à prix coûtant, 180 millions pour 48 unités. Selon les vérifications, seulement 31 pièces auraient effectivement été livrées sur le terrain ukrainien. Les 17 restantes auraient été cédées par des intermédiaires à des États tiers, notamment en Arabie saoudite, avec une marge substantielle. Un gain estimé à 100 millions d'euros, généré à partir d'un soutien financé par les contribuables français. Même un vétéran des négociations financières internationales comme Pierre Moscovici en resta abasourdi. Lorsqu'il exposa les conclusions à Matignon, face à Lecornu et à son cercle rapproché, une question résuma son trouble. Comment justifier auprès des contribuables que l'on serre la vis des services publics nationaux pendant que certains cercles ukrainiens prospèrent grâce à ces fonds? Car au-delà des soupçons de détournement, un autre chiffre frappait.
les 23,7 milliards transférés à Kiev correspondaient exactement au déficit budgétaire annuel de la France. Une coïncidence comptable qui peu à peu s'imposait dans le débat public. Dans le même temps, les urgences hospitalières alertaient sur un manque de 3,2 milliards pour maintenir la qualité des soins. L'école publique réclamait 4,8 milliards afin de rénover près de 50 000 établissements vieillissants. Dans les campagnes, les agriculteurs descendaient régulièrement dans la rue, dénonçant une concurrence qu'ils estimaient déséquilibrée par des céréales ukrainiennes soutenues indirectement par les flux européens. Le contraste devenait difficile à ignorer. Pendant que certains réseaux à Kiev étaient soupçonnés d'amasser des fortunes, les arbitrages budgétaires français devenaient de plus en plus serrés. Un sondage confidentiel de l'IFOP synthétisa ce malaise grandissant. Près de 67% des Français déclaraient commencer à douter de la pertinence d'un soutien financier aussi massif. Le directeur de l'Institut résuma crûment le sentiment émergent. Beaucoup avaient l'impression de financer des yachts à l'étranger pendant que leurs propres hôpitaux fermaient des services. Ce qui fit véritablement basculer le Cornu ne venait ni des débats publics, ni des critiques politiques. Tout se joua dans une pièce close, à la lecture d'une note classifiée émanant des services extérieurs français. Un document que Bernard Bajolet, ancien patron du renseignement, lui remit en main propre. Avant même d'en détailler le contenu, l'avertissement était clair. Ce que vous allez découvrir risque de changer votre perception. Les pages qui suivirent avaient de quoi ébranler n'importe quel décideur. D'après les investigations, le patrimoine du président ukrainien avait connu une progression fulgurante depuis février 2022. Les estimations rendues publiques évoquaient 35 millions d'euros. Les données internes parlaient plutôt de 47 millions, rien qu'en acquisition immobilière identifiée récemment. La liste avait de quoi surprendre. Une propriété estimée à 16 millions dans les Hamptons, acquise via une structure panaméenne. Un appartement de prestige à Dubaï pour 12 millions par l'intermédiaire d'une fiduciaire suisse. Un domaine viticole en Toscane, 8 millions d'euros, enregistré à travers une société maltaise. Et ce n'était qu'une partie du tableau. Des placements financiers au Luxembourg à hauteur de 23 millions, 15 millions convertis en actifs numériques, 8 millions investis dans des œuvres d'art stockées dans des coffres spécialisés. Selon la synthèse présentée, la fortune personnelle serait passée d'environ 1,5 million d'euros au début du conflit à plus de 90 millions en l'espace de 3 ans, soit une multiplication vertigineuse pendant que le pays sollicitait l'aide internationale. Pour Le Cornu, le contraste était brutal. Comment défendre auprès de l'opinion un soutien financier massif à un dirigeant dont l'enrichissement paraissait aussi spectaculaire en pleine guerre? Et ce n'était pas le dernier choc. Un complément d'enquête laissait entendre que plusieurs figures proches du pouvoir ukrainien avaient elles aussi vu leurs avoirs exploser sur la même période. Les noms s'alignaient dans le dossier comme les pièces d'un puzzle inquiétant. Le directeur de cabinet présidentiel, André Mac, affichait désormais un patrimoine estimé à plusieurs dizaines de millions. Kolomoïski, longtemps présenté comme le parrain politique de Zelensky, aurait vu sa fortune quadruplée. Quant à Renat Akhmetov, malgré les sanctions censées l'affaiblir, il figurait désormais parmi les 100 plus grandes fortunes mondiales, portées par les gigantesques contrats de reconstruction alimentés par les financements occidentaux. Pour certains analystes, il ne s'agissait plus de dérives isolées, mais d'un écosystème structuré. L'image du chef de guerre héroïque cédait la place à une lecture beaucoup plus sombre, celle d'un pouvoir qui aurait transformé le conflit en levier d'enrichissement. Une conclusion sévère, mais étayée par des documents, qui acheva de convaincre Le Cornu qu'un changement de cap s'imposait. La confrontation de Bruxelles ne fut donc pas improvisée. À Matignon, une cellule dédiée fut mise sur pied pendant plusieurs semaines. Économistes spécialistes de l'Ukraine, experts en circuits financiers internationaux, analystes du blanchiment, tous furent mobilisés. Denis Baud, alors sous-gouverneur de la Banque de France, apporta son éclairage sur les flux monétaires complexes. Eva Joly, ancienne magistrate rompue aux affaires financières, disséqua les mécanismes de détournement. Hervé Falciani, connu pour avoir révélé les Swiss Leaks, examina les structures offshore impliquées. Lors d'une réunion confidentielle, Eva Joly résuma la situation en termes juridiques. Selon elle, les faits décrits s'apparentaient à une fraude organisée d'ampleur exceptionnelle.
Dans un contexte ordinaire, expliquait-elle, des poursuites auraient été inévitables. Mais la guerre constituait un écran protecteur. Cette lecture renforça la détermination de Lecornu. L'objectif était précis. Opposer des preuves solides à toute tentative de déni. Mettre sur la table des chiffres incontestables et fragiliser le récit officiel. Comme le formula Falciani, lorsqu'un mensonge est exposé publiquement avec des éléments concrets, la crédibilité s'effondre. Rien n'avait été laissé au hasard. Avant Bruxelles, Lecornu avait transformé Matignon en véritable laboratoire stratégique. Dans la salle de crise, des mises en situation s'enchaînaient. Ses collaborateurs endossaient le rôle de Zelensky, imitant son ton grave, ses envolées morales, ses formules percutantes. « Monsieur le Premier ministre, vous tournez le dos à l'Ukraine au moment le plus critique », lançait l'un d'eux avec emphase. « Vous servez objectivement les intérêts de Moscou. » Face à ces attaques simulées, Lecornu restait impassible. Il répondait avec méthode, alignant tableaux, audits et relevés financiers. À chaque répétition, il ajustait ses répliques, resserrait son argumentation, anticipait les contre-arguments. C'était moins un débat qu'un entraînement tactique. Même la dimension psychologique fut travaillée. Un spécialiste des négociations à haute tension intervint pour renforcer sa résistance aux pressions émotionnelles. Il va jouer sur la culpabilité, la compassion, la peur, avertit-il. Votre atout, c'est la rigueur des faits. Restez sur ce terrain. 3 jours avant le sommet, une ultime répétition fut organisée dans le salon Napoléon, aménagé pour reproduire l'atmosphère d'une réunion européenne. Cette fois, le rôle de Zelensky fut confié à Pierre Moscovici. Fort de son expérience internationale, il reproduisit avec précision le rythme, la gravité et la mise en scène du président ukrainien. « Sébastien, vous reniez l'esprit européen. L'histoire se souviendra de votre choix, » déclara-t-il avec intensité. La réponse fut sèche. « Pierre, laissons les effets dramatiques. Parlons chiffres, contrats et virements bancaires. » Un sourire se dessina sur le visage de Moscovici. « Très bien, vous êtes prêt. » Le vol vers Bruxelles n'avait rien d'un déplacement ordinaire. À bord, le silence pesait plus lourd que le bruit des moteurs. Lecornu, concentré, relisait encore ses fiches, répétait mentalement les chiffres clés, affinait chaque formule. Autour de lui, ses conseillers ajustaient les derniers détails, corrigeaient une virgule, vérifiaient une référence. Moscovici glissa une phrase à voix basse. « Souvenez-vous, chaque élément que vous dévoilerez fera l'effet d'une détonation. Face au document, il ne pourra pas tenir. » Bien avant l'ouverture officielle du sommet, l'air était chargé d'électricité. Dans les couloirs du Conseil européen, les journalistes flairaient une tension inhabituelle. Les correspondants diplomatiques échangeaient rumeurs et scénarios. On parlait déjà de crispation entre Paris et Kiev, mais personne ne mesurait l'ampleur de l'affrontement à venir. Du côté ukrainien, la confiance semblait intacte. Zelensky avait préparé sa partition habituelle. Images de ruines, appels vibrants à la solidarité, avertissement stratégique. Une mécanique éprouvée depuis 3 ans auprès des capitales occidentales. Il ignorait que cette fois, la scène avait été soigneusement préparée en amont. La veille au soir, dans sa chambre d'hôtel parisienne, Lecornu avait encore compulsé son dossier. 56 pages d'arguments, des piles de relevés bancaires, des rapports d'ONG, des audits détaillés. Demain, le récit changera, confia-t-il à son cercle restreint. À 7h30, le matin du sommet, son téléphone vibra. Emmanuel Macron à l'autre bout du fil. « Es-tu certain de vouloir aller jusqu'au bout? L'impact sera considérable. » La réponse ne trembla pas. C'est le moment d'assumer. À son arrivée au Conseil européen, l'agitation était palpable. Les délégations s'épiaient, les photographes multipliaient les clichés, les diplomates échangeaient des apartés à voix basse. La salle où devait se tenir la réunion rappelait l'atmosphère d'un grand procès avant l'entrée des juges. Chacun pressentait un instant décisif, sans imaginer la portée réelle de ce qui allait suivre. Lorsque l'écran s'alluma et que Zelensky apparut depuis Kiev, Lecornu ne cligna presque pas des yeux. Il l'observait avec une concentration froide, comme s'il assistait à une scène déjà vue. Chaque phrase, chaque appel à l'émotion, chaque allusion à la menace russe correspondait au scénario anticipé. C'est exactement la séquence prévue, pensa-t-il. Puis vint l'annonce.
100 milliards d'euros nécessaires, dont la moitié attendue de la France. À cet instant précis, Lecornu comprit que le mécanisme s'enclenchait comme prévu. Il n'eut pas besoin de réagir immédiatement. Il savait que le cadre était déjà posé. Ce que Zelensky